Hello les gars, comment vous allez? Ça va et toi? Ça va. Je m'appelle Clémence, je suis avec Lisa. Et Yeli. et donc aujourd'hui, on est avec Olivia et Matt, les 2 représentants de Le Frappé Agency Oui. et aujourd'hui, on va parler, d'entreprendre jeune dans un secteur élitiste et bouché. Comment cette idée de podcast nous est venue? Parce que nous, on a créé une association entre filles qui s'appelle l'Afralaca Production et donc ce podcast aussi. Et on a rencontré durant nos études Olivia, qui est une entrepreneuse géniale et une boss lady. Et on s'était dit, OK, ça serait hyper cool qu'on puisse parler de ces problématiques-là qu'on a pu rencontrer, nous, en entreprenant et en faisant plein de petits projets à gauche, à droite, vraiment dans un secteur, enfin dans un cadre calme et carré, et en discuter à plat. Plaisir, partager podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu chacun à votre tour brièvement sur votre enfance, votre parcours Ravie d'être là aujourd'hui. Merci pour l'opportunité. Je crois que c'est la première fois qu'on fait cet exercice-là, donc c'est trop cool. D'autant plus qu'on se connaît bien. Du coup, ça fait vraiment plaisir. Du coup, je m'appelle Olivia, Unfaced sur les réseaux, et j'ai 25 ans. Ça fait 8 ans que je suis à Paris aujourd'hui, et je suis venue de base pour être en droit. Moi, je viens de la campagne, Châteaudun, C'est où, genre par rapport à Paris? Oui, Chartres. Orléans, Ah, ok, Ouais, ouais, quelque part vers là. Quelque part en bas. Voilà, entre la Beauce et le Perche. Mais du coup, je viens de la campagne. Et c'est vrai que quand tu es à la campagne et que tu attends de voir ce que tu vas faire après les études, je sais pas pour vous, en tout cas, on pourra avoir votre vision après, mais on m'a pas beaucoup parlé de métiers créatifs ou culturels. Donc, moi, je me suis très vite engagée sur des chemins qu'on m'avait conseillés. Donc, c'était le droit et le français, je crois. Enfin, tout ce qui était littérature, parce que j'étais très bonne là-dedans. Du coup, je suis partie en 2018 après le bac pour faire une fac de droit. C'est là que je suis arrivée à Paris. Et j'ai commencé par là. Ensuite, j'ai repris le BDE de cette fac de droit. C'est là que j'ai commencé à travailler dans la communication. Suite à ça, j'ai arrêté la fac de droit et je suis partie en com. Et aujourd'hui, j'ai fini du coup mon bachelor en communication. On s'est rencontrés à l'IESA. Et après ça, j'ai décidé de me mettre au chômage après plusieurs années à être chargée de communication, chargée de marketing dans plusieurs boîtes, surtout dans la prod, la publicité. Et nous voici aujourd'hui, quoi. Je me présente. Merci déjà pour l'invitation. Comme Olivia disait, c'est la première fois qu'on se teste à l'exercice du podcast. Donc en vrai, grave content en plus de le faire avec vous parce qu'on se connaît déjà. Je répète, je Mais paraphrase. avec plaisir, comme ça nous fait trop kiffer, merci. Mais pour revenir un peu sur moi, qui je suis, donc je m'appelle Matt, je viens d'avoir 22 ans. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Je suis passionné de musique depuis, je sais pas, je dirais une dizaine d'années. Et ouais, j'ai écouté beaucoup de musique dans ma vie, ça m'a accompagné pendant mes études, donc ça m'a très vite fait réfléchir sur mon parcours d'études supérieures. Je savais que je voulais travailler dans la musique assez vite. C'est passé par plusieurs steps. J'ai fait de la communication parce que c'est ce qui fermait le moins de portes. Et je pense qu'il y avait, en tout cas quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément de vision sur des écoles qui pouvaient te permettre de travailler dans la musique. Donc je me suis dit, la communication, c'est large, ça te ferme pas de porte. Et après, je pourrais dériver, me spécialiser entre guillemets. Mais donc après mes études, après mon bac, je suis parti à l'EFAP, donc école de communication, où j'ai rencontré Olivia. Oui. Et j'ai fait mes 3 ans, donc un bachelor, mais bachelor qui n'est pas à valider parce qu'à l'EFAP, il faut faire 5 ans, sinon tu n'as pas de diplôme. Ah ouais. Ouais, c'est crazy. C'est dur. Wow. Donc, La danse, ouais. Donc là, j'ai fait 3 ans, puis je devais donc rejoindre l'IESA. C'est là où aussi on s'est un peu rencontrés quand Olivia était à l'IESA, que moi je passais aussi. Et alternance, c'est compliqué. Donc j'ai pas trouvé de l'alternance sur une année. Donc je me suis dit, je vais faire une année sabbatique, je vais me concentrer sur mes projets, etc. Je fais ça une deuxième année. Mais l'année prochaine, normalement, je me suis refixé comme objectif de reprendre mes études, finir un master, du coup, potentiellement à l'IESA en management de la musique. Et Trop bien. après continuer à développer les projets avec un diplôme, une sécurité, on va dire, en Ouais. poche. Et puis voilà, C'est-à-dire, on se croisera l'année prochaine peut-être. dans les Si couloirs j'ai une de alternance, l'IESA. si j'ai une alternance. J'ai dit ça trop de fois. D'ailleurs, il y a 2-3 personnes, je leur ai dit à l'année prochaine, ils m'ont pas revu. Oui. Donc, je On préfère arrête de pas. faire des promesses. C'est ça. On te porte pas la poisse. Je t'enverrai un message. Ouais, ok. Encore une promesse. Aujourd'hui, on part d'entreprendre sans réseau, sans capital, dans un milieu qui ferme ses portes avant même qu'on les touche. On a nommé l'industrie musicale et plus largement culturelle.
En fait, quand on a écrit cet épisode, on s'était demandé, enfin, on s'est demandé si ce désir d'entreprendre, il venait pas justement d'une frustration ou d'un blocage ou même genre d'une humiliation limite qu'on a pu vivre, où on s'est dit: «OK, non, maintenant je vais me donner les opportunités que j'ai pas pu avoir». Et en fait, parce que personnellement, moi, ça m'est arrivé et nous, ça nous est arrivé plus largement dans la création de certaines choses. Et on s'est demandé si vous aussi, et est-ce que vous pensez que justement, c'est cette sensation qui nous pousse à entreprendre jeune? Et est-ce que vous avez vécu des situations comme ça et est-ce que c'est ça qui vous a poussé à entreprendre? OK. Bah, je pense que sur ce sujet, enfin, Matt et moi, on a vraiment des parcours différents là-dessus. Donc, je vais te laisser t'exprimer là-dessus après. Vas-y. Mais de mon point de vue, en tout cas, je pense pas que ce soit né d'une frustration par rapport à l'industrie en elle-même, mais je pense que c'est né d'un schéma qui se répète beaucoup, en tout cas chez les femmes et chez les femmes racisées d'autant plus, surtout aînées dans des familles. C'est que on n'a pas le choix de créer nos espaces et on n'a pas le choix de créer nos propres opportunités parce qu'elles seront pas nombreuses et qu'on va pas forcément nous ouvrir beaucoup de portes. Et du coup, c'est un message qu'on te fait passer assez jeune. Et tu sais, en fait, tu as en tête que si tu veux quelque chose, tu dois le créer un peu toi-même. Après, je sais qu'il y a des différents niveaux d'exigence. Moi, j'ai un père très exigeant. Donc, ça m'a forcé à être toujours très dur avec moi et surtout à toujours chercher le meilleur niveau et à avoir mes propres opportunités, à être ma propre boss. Si je voyais comme. Comment expliquer ça? En fait, ouais, c'était le principe en fait de voir dans le vide, dans une absence, une opportunité. C'est vraiment ce que je répète assez souvent et ça a été comme ça toute ma vie, vraiment depuis très petite, où dès qu'il y avait un vide, moi j'y voyais une opportunité de créer quelque chose. Et au début, c'est assez candide, c'est un peu mignon, c'est en mode ah, il n'y a pas ça, du coup je vais ramener ça. Et avec le temps, ça se concrétise. Bah, je dois créer mes projets. En fait, là, je me rends bien compte que personne ne va me donner les choses à ma place. Donc ça a commencé comme ça. Et après, par rapport au frappé en lui-même, heureusement que je connaissais pas l'industrie avant de lancer le frappé. Ah ouais, ça t'a Moi, aidé? juste, vraiment, heureusement, mais heureusement, je l'aurais pas fait. Ouais. En vrai, je pense que je l'aurais pas Mmh. fait. Enfin, je veux pas me sous-estimer. Je pense que j'aurais peut-être tenté, mais je serais pas arrivée avec la même énergie, je pense. Ouais. Parce que j'ai toujours été fan de musique. J'ai été baignée dans la musique. C'est un peu global. Il y a beaucoup de gens qui ont le même schéma que moi. Mais c'est vrai que c'était le côté fédérateur. Je suis quelqu'un de très empathique qui aime beaucoup ressentir les émotions. Quand je voyais ce que la musique provoquait comme émotion, je me disais, mais c'est trop dingue. Et j'ai des histoires de grand-mère par rapport à la musique, dans le sens où j'étais à la campagne et du coup, genre, il y avait pas toutes les chaînes. Donc ça veut dire que quand je voulais écouter de la musique, j'avais un poste radio. Je suis née en 2000, j'avais un poste radio, c'est trop la loose. Mais T'inquiète, moi aussi, j'étais à la campagne, bah, j'avais un poste radio, merci, vraiment, je me t'inquiète sens pas. moins Hein. seule parce que T'inquiète. il y avait la barre comme ça. Moi, elle était Ouais, cassée, il ouais. fallait la bouger un peu. Je captais Skyrock, T'es il y obligée de avait l'étendre Diams. et tout un peu Mais pour capter le truc. Exactement. Et Ouais. moi, je trouvais ça dingue. Ça parlait en Michael Jackson, ça parlait en Zouk. Vraiment, c'était incroyable. Et sauf qu'en fait, ouais, j'avais jamais pensé au métier créatif comme quelque chose qui était accessible pour les personnes comme moi. On te voit et on te donne la responsabilité d'avoir un poste dit de haute fonction, en fait. Quelque chose qui va te permettre de passer un step, de passer un plafond. Et c'est la pression avec laquelle je suis née. Et donc, c'est pour ça que je suis partie vers le droit au début et toutes ces choses-là. Mais le frappé, du coup, non, c'était juste parce que j'adore la musique. Je voulais parler de rap. Je suis dans une école où les gens que je rencontrais, bah, ils n'étaient pas trop dans mon délire. Moi, je venais de la fac où j'étais hyper dans les assos. J'arrive dans une école, il n'y a rien. Je me suis dit, bah, faut créer quelque chose. Et du coup, j'ai commencé par l'incubateur Team Up sur le campus, où ça permettait en fait aux étudiants de venir me voir en disant qu'ils voulaient créer différents clubs. Et grâce à ça, bah, ils pouvaient venir dire qu'ils voulaient faire un club de théâtre, un club de photo, un club de musique et peu importe. Et moi, je les mettais en relation pour créer leur propre club et j'organisais des événements aussi. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de parler de son avec des gens. Donc c'est là qu'est née l'idée du frappé. Et du coup, c'est pas né vraiment d'une frustration, mais je pense que les réponses et les dispositifs qu'on a mis en place après sont en réponse à cette frustration qu'on a constatée une fois qu'on est arrivé dans l'industrie. Mais avant ça, c'était juste pour être une kiffeuse, quoi. Et voilà. Mais du coup, vous Toujours êtes pris un peu une claque au fur et à mesure, genre? Ouais, bah, Enfin, quand t'as commencé à découvrir un peu l'industrie, ça t'a un peu mis une claque bah, je pense que déjà au début, et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je trouve qu'on a eu la partie fun. Dans le sens Ouais. où on n'a pas travaillé en label, on n'a pas travaillé en maison de disques, on n'a pas travaillé chez des grosses majors. Donc ça veut dire qu'on était là, on choisissait les artistes avec lesquels on voulait travailler, on faisait nos contenus. Puis tu connais pas l'industrie de base, t'as grave l'impression d'avoir inventé un truc de fou. Tu fais tes interviews, t'es là, ha ha ha, trop cool. Puis très vite, tu te rends compte qu'il y a un océan de personnes qui font la même chose que toi Mmh. et que juste, comment t'es pas juste une nouvelle personne qui vient rajouter un nouvel organisme mais qui est pas vraiment crédible et genre juste chacun fait ses vidéos mais qu'est-ce qu'on apporte réellement à la culture, tu vois? Et je sais qu'apporter à la culture, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Et il y avait plein de fois où tu es en mode, mais à quoi ça sert ce qu'on fait? Au début en tout cas. Et après il faut réagir, quoi.
Je pense que Et pour l'instant, on est encore aussi, enfin, même s'il y a des frustrations à certains niveaux, il y a des, bien sûr, tout marche pas forcément tout le temps comme on veut, etc. Il y a aussi là le facteur que tout le monde est bienveillant parce qu'il y a pas de manière abondante le facteur argent. Et donc le facteur vraiment concurrence sur de l'argent. Parce qu'on sait comment c'est compliqué d'avoir un salaire fixe dans la musique. Donc pour l'instant, tout le monde est dans le bénévolat et pousse ses projets, etc. Et je pense qu'il y aura encore d'autres, il y aura un autre step quand on va commencer à avoir des réflexions financières, des opportunités où c'est genre, je sais pas, t'as un média qui doit faire le truc. C'est pas en mode vous êtes tous là et vous faites le truc ensemble. C'est on va choisir un média. Tu vois. Donc je pense qu'il y a d'autres combats après. Moi, pour revenir sur la question par rapport à l'entrepreneuriat, on va dire. Moi, en vrai, j'ai fait plusieurs quand j'étais plus jeune. Pareil, je dis quand je suis jeune comme si j'avais 60 ans. Mais Le gars à 50 ans, quoi. non, en collège, lycée, j'avais essayé de. J'ai toujours eu envie de partager. J'écoutais beaucoup de musique et j'ai toujours eu envie de partager mes goûts musicaux. Et donc, toujours un peu ma vision de la musique, etc., de ce que j'aime. Donc, je le faisais par des stories où je mettais des sons où ça paraît un peu bête, jusqu'à des pages Insta où je sais pas, j'écrivais des reviews d'albums, etc. Toujours ouais. des petits projets comme ça, on va dire, mais que à ma propre échelle, où j'étais seul un peu dans mon délire. Et je pense que ça n'a pas perduré parce que peut-être aussi la maturité, tu es plus jeune. Et je pense qu'il y avait. Tu as une attente de résultat et quand tu n'as pas, quand t'as pas le résultat attendu, tu te laisses aller. Et T'abandonnes et surtout, tout. par rapport, la différence qu'il y a par rapport au frappé, c'est que quand tu es tout seul, si tu n'as pas envie de faire ton poste, tu fais pas ton poste, ça n'engage que toi. Mm. Si moi je fais pas ma tâche, ça se trouve, ça va pénaliser Olivia et ça va pénaliser d'autres gens, etc. Donc en fait, maintenant, tu taffes pour d'autres gens que toi et donc tu as une responsabilité. Et je pense que c'est cette responsabilité, cette pression, entre guillemets, qui fait que ça m'a permis de perdurer, etc. et d'être dans une équipe en fait où on développe un projet. Et moi, j'ai un père qui travaillait, qui a rencontré ma mère quand ils étaient salariés dans l'informatique. Et mon père, à un moment, il a dit, ça y est, ça me saoule l'informatique, je vais partir vendre du vin, du fromage et je vais monter ma boîte. Donc il a fait ça pendant 20 ans. Donc je pense qu'il y a toujours eu cette vision un peu entrepreneuriale de et ta vision, fais tes trucs, etc. Mon frère aussi a monté son resto un peu dans le même état d'esprit. Donc il y a toujours eu cette fibre un peu de t'as ta vision, bah, crée ton projet, Ouais. etc. Et je pense que pareil, il y a aussi le fait que, bah, de toute façon, on va en parler, mais l'industrie musicale, elle est quand même hyper. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Tu sais pas trop par où commencer, où est-ce que tu passes. En vrai, c'est plein de choses qui peuvent te faire baisser les bras, entre guillemets, de j'arriverai jamais à atteindre ça parce que je sais pas par où passer, etc. Donc, du coup, la solution était, bah, en fait, on va pas me donner d'opportunités parce que je sais pas où les trouver ou parce que j'ai pas l'expérience encore, etc. Donc, je vais me faire mon expérience par moi-même et après pouvoir prétendre à des postes parce que j'aurais fait mon expérience en solo. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est un peu la conclusion moi, auquel j'avais réfléchi quand on avait commencé l'USA, où je sais pas si on en serait là aujourd'hui si on n'avait pas eu les bases de l'école de nos 3 ans de bachelor. Parce que même en première année, en fait, tu tends vers un truc et en fait, tu te rends compte que juste tu chopes une petite liane d'un truc. En fait, tu as la forêt entière qui arrive Ouais. et tu es là en mode waouh, mais en fait, c'est immense, il y a plein de trucs et tu as 1 million de choses des aides, enfin plein de trucs. Et en fait, tu sais Exact. pas où choper l'info, où choper quoi. Et c'est vrai que vous êtes lancé un peu en solo comme ça, enfin en mode. En vrai, c'est grave cool et c'est C'est hyper hyper impressionnant. remarquable Genre. d'avoir Ouais. commencé dans la com et d'avoir trouvé son petit chemin où aller et trouver Ouais. quand même la direction où tu. Mais Enfin, c'est dingue. c'est comme ça que tu apprends. Pardon, je t'ai coupé, mais c'est C'est comme ok. ça que tu apprends. On a en soi, à partir. Enfin, aujourd'hui, on est plus structuré, on sait où on va, on a nos projets, etc. Le lancement officiel du Frappé, c'était le 5 janvier 2024. Et il y a un an avant, où c'est de la réflexion sur qu'est-ce qu'on met en avant, Mm. qu'est-ce que c'est notre modèle, on met quoi en avant, etc. Donc en fait, c'est plein de réflexions, plein de moments où on a essayé des choses, on s'est dit soit c'est pas le moment, soit c'est pas pour nous, soit on s'est trompé, etc. Donc il y a une année Ouais. de gamberge sur qu'est-ce qu'on peut proposer, etc. Donc c'est, je pense, en essayant, en étant un peu autodidacte, et parfois, bah oui, tu vas essayer sans avoir 100% des connaissances du truc, et tu vas essayer, Mm. ça va peut-être pas être parfait, et Oui. tu vas te perfectionner en fait. Tester aussi, voir comment les gens réagissent C'est et ça. ajuster après en fonction. Ouais, surtout ajuster. Mm. Parce que tu te lances avec une formule, c'est vrai qu'on avait commencé en étant dans le management, on avait plein d'artistes, on avait une grosse équipe, mais en fait, c'était beaucoup d'entrain, mais pas assez de résultats. Et en fait, Mm. tu peux vite être découragé, te dire, ah, mais j'ai fait tout ça, j'ai mis tout ce temps, j'ai mis tout ce travail, et après quoi? Et je pense que c'est l'erreur que font beaucoup de gens, ils se lancent dans quelque chose et à la première difficulté, ils quittent, quoi. Alors qu'en vrai, tu as juste
Tu dis, ok, bah, je rebondis, je rebondis, je rebondis. Et en vrai, à force de rebondir, oui, tu te prends des coups, c'est sûr. Mais je trouve que c'est tellement important. Juste le fait d'essayer de faire quelque chose, c'est tellement précieux que le perdre à chaque difficulté, je trouve ça dommage en tout cas. C'est formateur de fou, enfin. Je pense que ça vient aussi du fait que, et c'est toi aussi qui a énormément insisté là-dessus, et c'est vraiment pour moi la fondamentale du socle de ce qu'est le frappé et de son fonctionnement, c'est que très rapidement, on a voulu, entre guillemets, se professionnaliser, c'est mettre une structure, que ce soit structure associative, etc., mais même dans notre manière de travailler. Comme disait Olivia, quand il y a beaucoup de monde, tu peux très vite être dans un truc. En plus, c'est des métiers créatifs, c'est des trucs de passion. Tu peux très vite être dans un truc. En fait, tu as un club de musique où tout le monde parle de musique, c'est super. Mais en fait, concrètement, ça avance pas parce que Ouais. c'est pas professionnalisé et structuré. Et je pense que ça, c'est la rigueur qu'on s'est mis assez rapidement. On met un cadre et en fait, oui, on est passionné et c'est cool ce qu'on fait, etc. Mais on taffe, on Ouais. bosse et le but, c'est Vous avez mis les d'évoluer. fondations, quoi. C'est ça. Obligé, bah ouais, T'es t'es obligé, obligé ouais. d'être rigide. C'est chiant en vrai, tu vois, t'as envie d'être juste en mode, oh, ok, on s'amuse, on fait des petits podcasts, on Ouais. rigole, on fait nos vidéos, on fait nos interviews. Mais en fait, au bout d'un moment, t'es obligé d'être rigide et t'es obligé de t'accorder une structure supplémentaire, surtout quand tu fais d'autres choses à côté. L'année dernière, en plus, je pense, on était dans la même situation, mais t'as l'alternance, t'as Mm. l'école, t'as le taf à côté. En plus, j'avais des cours du soir, du coup, avec Percé et tout. Et juste, si tu n'es pas rigide, c'est foutu, genre, Ouais, c'est ouais. gâté, tu peux pas tenir, c'est impossible. Ouais. Et surtout, c'est le premier truc que tu lâches en soi. Mm. Parce que tu as Ouais, le taf bah qui est oui. très fixe, tu as l'école, etc. Donc, ça, s'il y a un truc qui doit partir, si c'est pas structuré, C'est ouais. c'est ça que tu repousses. Et à quoi ça ressemblait le moment où ça a commencé, du coup, la frappée enfin, le frappé, pardon. Oui. Tu nous as parlé, du coup, de l'école, Ouais. etc. Mais en vrai, genre, concrètement, c'est quoi la petite histoire du début? Ok, je l'ai tellement raconté que je pense que je peux le faire. Vraiment, je peux me lever. Stand-up. Mais donc, le frappé, il commence comment? Donc, comme je disais, moi, je suis arrivée à l'EFAP. Après, je dirais 2 années à la fac de droit. Et la première année, j'étais plus en observation. J'étais en mode, ok, je fais quelque chose de nouveau. C'est sympa. À la fac, j'étais un peu là, pas là. Donc, ça me faisait plaisir de faire quelque chose de nouveau. Mais je remarque très vite que je comprends pas trop le fonctionnement. Genre, l'école, elle coûte cher. Elle coûte 10 000 € l'année. Mais quand tu finis les cours, il n'y a pas une activité, il n'y a pas une activation, il n'y a pas un petit événement. Enfin, je comprenais pas trop. Il y avait une association qui était présente, mais qui faisait pas grand-chose. Et du coup, je trouvais ça dommage. Et je suis revenue du coup à la rentrée pour la deuxième année en disant, bah, les gars, moi j'ai une proposition pour vous. Je veux créer un incubateur sur le campus et et propulser des projets. Donc ça a commencé comme ça. Et en même temps que je crée cet incubateur qui s'appelle Team Up, j'avais cette réflexion par rapport à ce qui s'appelait à l'époque la frappe. La frappe. Anyways, mais C'était une contraction de EFAP et rap. Oh. Même si on voulait pas du tout avoir je cette t'accroche. connotation à projet scolaire, on s'est C'est dit. très drôle. C'est le j'étais lien. trop fâchée. Franchement, je sais pas pourquoi j'avais écrit ça, mais c'était vraiment de la caille. Et à l'époque, du coup, il y avait un mec qui s'appelle Mathis, qui était la seule personne avec qui je parlais de son. Dans toute l'école, du coup, je lui ai dit, bah, t'es pas chaud et tout. On a commencé comme ça. Mais de base, moi, je voulais absolument pas que ce soit un projet d'école. Mais juste le biais le plus simple, c'est que je crée littéralement un incubateur pour mettre les gens en relation. Ce serait stupide de pas l'utiliser. Donc, j'ai fait passer des messages sur les canaux des différentes promos. C'est là que Matt a répondu, qu'il a rejoint l'équipe à l'époque, donc qui était composée que de gens de l'EFAP. Et on a commencé à faire des réunions et à discuter de ce qu'on allait faire avec le projet. Et de base, c'était juste en mode, j'ai envie de parler de son. Mais même l'écosystème des médias, moi, je connaissais Bouscapé et Mehdi Maizi. Genre, je savais pas du tout ce qu'il y avait. Donc, j'étais juste en mode, bah, on va faire une page, et puis on va faire des posts, et on va parler de son. Après, je me suis dit, ah, mais il y a plein de pages qui font des posts et qui parlent de son. J'étais en mode, ok. Mais ça a commencé comme ça. On est parti en séminaire, des bonnes réflexions. Enfin, je sais que j'avais, en tout cas, cette capacité à l'idée et à faire en sorte que les gens suivent. Mais le projet en lui-même n'avançait pas vraiment beaucoup. Et après, il y a eu la question du nom. Parce qu'on nous demande souvent, pourquoi le frapper c'est du bissap, c'est quoi? Vous faites des bubble tea, vous faites des glaces. Mais en gros, le frappé, c'est quoi? Donc, il y avait cette contraction du F de l'EFAP et de rap. Et en fait, le mec qui faisait les logos à l'époque, il faisait des trucs hyper littéraux, enfin, tu sais, des coups de poing, des explosions. Et à chaque fois, j'étais en mode non, j'aime pas. Tu tournes vite en rond, en fait. Ouais, et je me Ouais. disais, mais pourquoi j'aime pas comme ça, quoi? Et une fois, j'étais en cours avec un pote qui s'appelle Yann, et on regardait un peu, j'étais là, mec, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et on cherchait que des mots qui ressemblaient à frappe. Et au bout d'un moment, il dit, ouais, le frapper, en rigolant, tu vois.
Je suis là, mec, ne ris pas. Ne ris Pas pas. une blague. C'est exactement ça. Et je sais pas pourquoi, quand il a dit le frappé, ça a vraiment débloqué un truc dans ma tête où j'étais en mode, mais en vrai, c'est ça. Parce que le frappé, moi déjà, j'adore les frappés. Mais au-delà de ça, c'est juste que j'aimais bien ce truc un peu frais, un peu nouveau. Même dans la DA, tout d'un coup, ça s'est ouvert dans mes yeux. J'étais là, mais je veux du rose, je veux des glaçons, je veux du bruit, je veux que ça attire tous les sens, je veux que ce soit un truc en mode frais, tu vois. Et j'aimais bien. Et surtout, je trouvais que c'était le principe même de l'équipe qui se réunissait. C'est que des gens qui se connaissent pas. Et c'est ce mix d'ingrédients différents qui sont dans le même blender et qui donnent quelque chose d'harmonieux. Et du coup, c'est le frappé, quoi. Ouais. Tu vois la métaphore. C'est la métaphore. Tu vois, exactement. Et le frappé, il frappe fort, quoi. Oh. Et donc, Mais du coup, ça commence comme ça. Mais dès que j'ai dit qu'on s'appelait le frappé, il y a des gens, ils sont partis. Hein. Il y a des gens, ils ont dit quoi, le frappé. En plus, c'est en rose et tout. What the fuck et tout. Je suis en mode, bah, casse-toi. Mais du coup, ça commence comme ça. Et après, bah, du coup, à l'EFAP, moi, j'ai fini par rage quitte cette école et je suis partie en plein milieu de l'année. Et bah, moi, je suis partie avec le projet. Je suis partie avec Matt. Parce qu'il y a eu la période des stages. En gros, c'était en Ouais. septembre qu'on a commencé à lancer le truc. Et en janvier, il y a la période des stages. Donc, tu vois, tous ceux qui lâchent, c'est en mode j'ai mon stage, je peux plus m'investir, etc. Donc, en fait, le groupe s'est réduit. Et du coup, après, quand Olivia est partie, ça a transporté le projet. Ouais. J'ai voyagé avec. Exactement. Et du coup, le frappé est né de là, mais déjà avec l'ambition de base de ne pas être un projet unilatéral, quoi. Il y avait déjà l'idée qu'il y allait avoir plusieurs pôles, qu'il allait avoir plusieurs moyens de productivité. Donc au début, c'était le management. Donc on avait 4 artistes en roster et on n'avait pas de contrat. Non, c'était vraiment. C'était- C'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage en soi. Mais ça nous a tellement formés. En vrai, c'était incroyable. C'est des gens qui nous ont fait confiance, avec qui on a passé des super moments, qu'on a fait performer pour notre événement de lancement. On a recruté pas mal de bénévoles via des publications sur les réseaux sociaux. Donc des appels à candidature libre sur TikTok, Instagram et compagnie. Où folie des grandeurs oblige, on me donnait, on était 50, je crois. Oh, wow. Entre Oh, 40 et 50. merde. Non, mais crazy. Non, Genre, chaque meuf. artiste avait une équipe de genre 10 personnes avec un graphiste, un photographe. Alors qu'il n'y avait pas un contrat. Alors qu'il y avait pas un- Enfin, un contrat, il y avait 10 Zéro personnes. contrat. L'URSSAF qui toque à la porte du Lisa, frappé. Ah, Lisa vraiment. qui saigne des yeux, genre. Nous en sueur. Mon côté RH en sueur. Je te répétais un peu ça. Je pense que Oh, j'aurais waouh. un peu, ouais. Ouais, Mais vraiment. Waouh. c'est là aussi où, vu qu'on avait beaucoup de monde, t'étais obligé de te structurer. Et t'es obligé de Bien sûr. Ouais, créer bah, un bien cadre sûr. parce que Bah, sinon avec 50 autant c'est de monde, impossible. T'es obligé de Et faire c'est- des mails ouais. avec des CC et Et tout. c'est non, genre. mais c'est ouais. 50 Ouais. avec une vingtaine à Paris Ouais. et ils sont 6 à Lyon et il y avait un Mm. pôle un peu qui devait un peu activer Lyon Ouais. et faire du contenu pour nous et un peu éparpillé en France. Enfin, Et puis ça ouvrait c'était d'autres pas- antennes en plus Mais dans c'est ce ça, mais c'est parce que, en gros, en n'étant pas parisienne, moi j'étais en mode. En vrai, je suis à Paris parce que je suis à Paris par Ouais. incidence, tu vois. Et j'ai pas envie de défendre ce truc de scène uniquement parisienne parce que Mm. bah il y en a déjà beaucoup et je trouvais ça bien de mettre en avant la province. Mais chaque chose en son temps, ma douce. Ouais, de ouf. Tu peux pas arriver, créer un projet, déjà vouloir faire une antenne à Lyon et tout. Ils sont partis tourner des interviews, les pauvres, bref, peu importe. Stop. Mais c'était beaucoup, ouais. Meuf, t'as fait un truc national quand même. Hein. Tu te rends compte ou pas? On était sur une start-up. putain, le frappé Mais- national. Ouais, le frappé national, vraiment. Mais c'est pas des ambitions qu'on a perdues pour autant. On a juste appris à faire les choses dans l'ordre. Et comment, bien, ça. vraiment, genre question qui n'a pas de rapport du coup avec notre script, mais comment vous avez tenu les murs de 50 personnes? Ça s'est Comment mal vous avez passé. tenu la Ça s'est mal maison, Ça genre? s'est mal C'est passé. mal passé. Ah bah ouais. Ah non, ça s'est mal passé. Bah, déjà, après, c'est mon côté un peu optimiste, mais l'idée du frappé, de base, c'était quand même le mélange de personnes et laisser sa chance à tout le monde, vu que nous, on n'en a pas. Et des fois, tu laisses ta chance à des gens et il faut pas. Tu mets trop d'ingrédients dans une boisson et que Et ça ça, ressemble c'est, à rien. oulala, Ouais. tu vois, un La boisson mauvais est Long plus Island, bonne et- quoi. C'est ça. Oh là là. Et en fait, c'est juste que tu passes plus de temps en fait à gérer de l'humain qu'à t'amuser sur ton projet et à Mm. travailler sur la partie vraiment exécutive et proposer des contenus, En fait, tu passes du temps à faire de l'humain et du relationnel tout le temps. Mm. Et les gens ont la faculté assez dingue à raconter vraiment tout, à être très dans le deep tout le temps. Et du coup, c'était vraiment genre psychologique, quoi. Enfin, Là, vous, votre rôle, il l'avait changé en fait. Vous étiez Oh, passé même- de. mais enfin bon. J'ai eu après, j'allais faire. Oui, c'est psychologique. Mais il y avait ce truc très ouais, on fait des verres, ouais, on part en séminaire, ouais, on s'amuse, mais le projet à côté, il avance pas assez vite. Ouais, c'était Et je ça, un pense groupe qu'il y a de potes, beaucoup de gens qui rejoignent un projet en ayant eu l'ambition dans un premier temps d'avoir leur propre projet aussi. Et qui du coup, moi, je sais que j'ai une vision très arrêtée. Matt et moi, on a notre vision, on a un cerveau qui est assez connecté. Donc, ça veut dire que quand tu rejoins notre projet, tu as déjà une vision.
Et c'est vrai que c'est un choix. Il y a des projets qui sont beaucoup plus ouverts aux propositions. Ici, c'est un peu la dictature. Je rigole. Mais, Tu rigoles pas. non, mais il y avait ce truc où, en fait, il y avait des gens qui n'arrivaient pas forcément avec les meilleures intentions ou qui ne se rendaient pas compte de ce que ça demandait réellement en termes de travail ou en fait, juste, tu dois découvrir des gens en même temps que tu dois monter ton projet, quoi. Mais ouais, beaucoup de relationnel et beaucoup d'humains et pas assez de travail, quoi. Ce qui est compliqué, c'est que pareil, enfin, vous devez sûrement connaître ça aussi, le bénévolat, c'est super, mais du coup, humainement, en fait, où est-ce que tu mets l'équilibre? Parce que c'est des gens avec qui tu montes un projet, donc du coup, forcément, tu vas avoir du perso qui va rentrer un peu, sauf que c'est censé être pro, mais en même temps, tu payes pas les gens, donc tu peux pas avoir une rigueur comme si tu donnais un salaire. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué de trouver l'équilibre, le ton que tu donnes aux gens, et enfin, c'est assez dur. Et puis trouver des gens qui te seront loyaux et fidèles et qui seront dans ton délire sans les payer, c'est tellement. Enfin, genre, c'est dur, tu vois. Genre, là, ne serait-ce là, je suis trop reconnaissante qu'il y ait Arthur et Manju qui viennent nous soutenir dans le projet, tu vois. Genre, c'est hyper rare d'avoir un truc où ils sont là, ils sont pas payés, ils viennent un dimanche et tout. Genre, c'est une dinguerie, tu vois. Le projet part aussi d'une anomalie qui est que là, on est tous ici, je suis à côté d'Olivia que je ne connais pas de base. C'est pas non, mais que je ne connais pas. Non, mais dans le sens, ce genre de projet généralement, ce genre de projet généralement, avec autant une vision commune, etc. Tu le crées avec quelqu'un que tu connais depuis longtemps, ou c'est un truc dont tu parles depuis longtemps, etc. Avec ton pote, et tu te dis ok, là on va pouvoir le faire. De base, Olivia, je la connais pas. On n'est pas elle est pas de Paris, on n'est pas du tout du même endroit, on n'a pas le même parcours, et on s'est quand même trouvé, et plutôt très bien trouvé, alors qu'il n'y a pas de base, de raison entre guillemets qu'on monte le projet à deux. C'est ça qui fait votre complémentarité en vrai. Ouais, complètement. Du coup. Totalement. Je sais pas comment toi tu le vois. On a commencé sur une base un peu pro parce que c'était le projet, et après on a développé la partie perso, amitié, etc. Ouais, c'est ça. Bah après, il y a des fois, on se demandait en vrai si on n'avait pas le frappé, en tout cas au début de notre relation, est-ce qu'on se parlerait, quoi. Ouais, bah, c'est ça. En fait, au bout d'un moment, quand tu te lis d'abord sur la partie pro, c'est vrai que surtout qu'ils partagent vraiment l'enthousiasme, et c'est ça qui est tellement précieux dans notre relation, c'est que tu arrives avec une vision, tu arrives avec un projet. C'est vrai, comme tu disais, que trouver des gens qui vont vraiment le défendre autant que toi et genre se lever le matin et y penser comme toi, c'est compliqué. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Matt, donc ça fait du bien, tu vois, d'avoir quelqu'un qui t'appelle le matin et on parle de ça, et puis voilà. Mais c'est sûr qu'après tu dois faire des efforts aussi supplémentaires pour faire viens, on tourne pas autour que de ça aussi, viens, on parle d'autres choses, viens, on partage d'autres moments. Parce que quand t'es toujours tout le temps dans cette bulle, c'est sûr que c'est hyper créatif, c'est sûr que ça fait du bien, mais d'un autre côté tu perds ton relationnel. Et ça se trouve, en fait, on parle des fois, ils sont en mode ah, t'es pas au courant de ça? Ah ouais, j'en ai parlé à tout le monde sauf toi, vu qu'on parlait du frappé. Tu vois, et je pense que du coup, c'est bien d'avoir cet effort en plus. Mais c'est bien en tout cas de travailler ses relations à côté. Et aussi, en fait, ça me fait tellement du bien aussi que mes potes, ils s'en foutent de la musique. Genre, là, Matt, on a ce truc-là en commun parce que voilà, parce que c'est pas de base qu'on s'est rencontrés grâce à la musique. Mais sinon, mon entourage s'en cogne. Tout ça fait du bien, t'as des pauses, quoi. Genre juste, ça fait du bien. Moi, limite, je suis arrivée à un truc, mais c'est vraiment genre pas hyper simple, mais je suis arrivée à un truc où limite je n'arrive pas à créer des relations si ça tourne pas autour de ça. Parce que j'aime tellement genre faire des projets avec mes copains et toujours taffer avec des gens et être amis et collègues. Je kiffe ce truc là parce que vraiment genre on a aussi appris nous avec le podcast à développer genre une relation managériale, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais de collègues, mais hyper saine et hyper clean, tu vois, que du coup genre j'ai capté un peu les rouages de comment ça fonctionne et ça me fait trop kiffer. Et j'aime trop genre construire avec des gens que j'aime, tu vois, et que quand il y a pas ce truc de construction, j'ai l'impression que c'est creux. Même si pas du tout, tu vois. Et du coup, c'est un peu ce truc où j'essaie de me détacher petit à petit parce que, genre, des fois, je suis en mode, mais Clémence, genre, c'est juste normal d'avoir des relations comme ça, genre, calme-toi, tu vois. T'es pas censé créer tout le temps avec tout le monde, tu vois, genre, chill. Et donc là, maintenant, tu penses que vous avez trouvé tous les deux un équilibre entre le travail et le perso, ou c'est encore en développement ou... Perso ou entre nous? Enfin, une amitié, genre, est-ce que vous êtes... Tu parles entre nous ou nous, chacun? Ah, ok, dans... oui, c'est en général dans la vie. Non, vous deux... Olivia est une sœur. Nous sommes deux. C'est un peu ça. Et un en même temps. Matt, on est toute la journée au téléphone, on est tout le temps ensemble, on se voit le soir pour regarder Loup-Garou. On va faire ça juste après. Juste après, on s'appelle pour faire des petits gossips de chippy. Non, franchement, on a une vraie relation et c'est hyper précieux, ça va au-delà du frappé. C'est vraiment genre juste... c'est mon frère, quoi. C'est trop mignon. Et donc, est-ce que, par exemple, si on parle du frappé, il y a une personne qui est plus humaine et qui gère tous les petits problèmes, ou il y a une personne qui est plus, j'ai de la merde, des contrats, du son. Il n'y a pas de contrat apparemment. Il n'y a pas ce côté-là encore. On contractualise. Sur ça, regardez bien la vidéo aussi. Maintenant, si, on a évolué.
Bah, déjà, pour toute la partie contrat, toute la partie un peu relou, on a Étienne. Je veux vraiment faire un shout-out à Étienne. Où est la Big up à caméra? Étienne. 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 Merci. Merde alors. Étienne, c'est vraiment ce mec qui aime faire tous les trucs qui sont archi relous. Genre, vraiment, tous les trucs que personne aime. Étienne, il est là, bah, j'ai hâte. Les subventions, les rendez-vous administratifs. Ouais, à la mairie de Noisy-le-Sec, faut aller sur un Et- webinaire pour regarder comment on va faire pour avoir la sub. Étienne, il est branché. Et si c'était un mec qui habitait à côté, ça va. C'est un mec qui habite à la clé des champs dans le 78. Il habite À chaque au- fois il qu'il doit faire un trajet aux clés sous Oh, bois. la Tu sais, à chaque fois qu'il fait un trajet, c'est 2 heures, tu vois. C'est Oh, pas en mode je suis à waouh. côté, je vais passer. Mais il y C'est va. j'y vais, Ouais. Il va. je Mais prends mon comment vous baluchon. l'avez trouvé, cette Étienne là? Bah, c'est trop drôle, mais ça, c'était aussi. Il y avait un mec qui avait mis un message par rapport au frappé quand on cherchait des gens sur un canal du média Newton, je crois, sur. Comment ça s'appelle? Discord? Discord. Ouais, sur Discord. Et du coup, Étienne avait répondu. Et je l'ai rencontré dans un bar à Joinville, il y a Incroyable. 2 ans. Et juste depuis, il nous a. Bah, c'est le plus vieux du frappé, je crois. Mm. Étienne, il est sur les statuts, enfin, c'est le trésorier. Et du coup, on a ça pour la partie plus contractuelle. Moi, je sais que je suis très rigide sur plein de choses. Donc, on a un drive très construit, des dossiers privés, des dossiers pas privés. Il y a le Notion, il y a les canaux. On a d'abord essayé sur Discord, après, on est arrivé sur WhatsApp. Il reste quand même pas mal de choses en termes de contrat qu'on doit ramener. En tout cas, on a Étienne. Sur la partie humain, quand il y a des discussions un peu houleuses ou alors des discussions positives ou quand il faut motiver le général, le truc, c'est moi. Oh, leadership. Et en vrai, c'est tellement, tellement, tellement enrichissant. Parce que tu penses que tu sais faire. Et j'ai toujours eu l'habitude de l'idée, c'est même dans ma famille, dans mes amis, d'un truc de vraiment genre être assez fédératrice. Et tu as une idée de ce que tu penses être le management, tu as une idée de comment tu peux l'appliquer. Et en fait, c'est tellement au cas par cas. Et tu parles pas du tout de la même façon à chaque personne. Et c'est hyper enrichissant en vrai. Et avec le temps, c'est vraiment devenu un plaisir. Il y a des moments où je le subissais un peu. Et avec le temps, c'est vraiment devenu. Ça fait du bien, tu vois. Tu commences à comprendre tes gens. Ils sentent qu'ils sont compris. Ils sentent qu'ils sont respectés. Et du coup, tu avances ensemble. Évidemment, ça peut pas marcher avec tout le monde. Mais ouais, c'est sûr que c'est prenant par contre. Genre, ça prend beaucoup d'espace mental. C'est une grosse charge. Mais en vrai, c'est un kiff. Et Matt, tu Vraiment. fais quoi? Moi, je suis plus shy. Moi, je suis plus shy. Moi, je suis dans Matt, il est dans un coin quand je suis Olivia dans elle parle. En gros, non, bah, déjà, je sais que Olivia a un talent d'oratrice qui fait qu'elle parle de manière avec beaucoup d'aisance, que ce soit en public, que ce soit pour des messages un peu plus formels, etc. Donc, clairement, je lui laisse ce rôle-là parce qu'elle l'endosse beaucoup mieux que moi et très bien. Et non, bah après, la répartition qu'on s'est fait, même si au final, tout le monde va un peu sur tout, mais donc Olivia gère plus la partie frappé school, on va dire, toute cette partie-là, et moi, je suis plus sur la partie média, même si au final, tu vois, Olivia, elle va intervenir sur des contenus médias où elle va s'occuper de choses, et moi, peut-être, je suis référent d'un artiste dans la frappé school, donc je vais avoir mes missions aussi, mais c'est un peu comme ça qu'on a découpé. Mais du coup, moi, je suis un peu plus en micro-management, entre guillemets, avec les gens avec qui je bosse, mes cadreurs, mes monteurs, etc. Donc, je parle plus en direct, j'ai moins le message sur le canal général, etc. Mais bon, quand Olivia est pas dispo ou elle peut pas envoyer le message, etc., je le fais sans souci. Mais Mais qui... tu sais, en vrai, après, d'un point de vue extérieur, mais je te trouve hyper charismatique et je pense que tu pourrais grave plus le faire. Non, mais honnêtement, je trouve que. Dis-lui. Non, mais honnêtement, je trouve que, genre, tu parles très bien, que t'as une façon, genre, t'as de l'humour de ouf, que tu sais t'imposer, que tu sais parler aux gens de très bonne façon et que, genre, t'as l'air, après, j'ai jamais travaillé avec toi, mais t'as l'air d'être un très bon manager aussi. Et je pense que tu peux te faire confiance sur ce truc-là parce que, en tout cas, d'un point de vue extérieur, je pense que c'est plus, ça révèle plus d'un truc où t'as peur de le faire, mais t'as toutes les cartes en main pour le faire. Hein. T'as touché Enfin, après, juste, d'un point de vue c'est ça. extérieur, je sais pas ce que vous en pensez, Ah mais oui, moi, d'un oui, point de vue totalement, extérieur, genre, C'est je de la- trouve tue à le que dire. t'as C'est de la- t'as c'est de la la confiance en la carrure soi. pour le faire. De ouf. C'est de la confiance en soi et c'est aussi c'est le fait qu'Olivia le fasse bien aussi. Forcément, moi, ça me pousse aussi vers le haut parce que ça me permet De voir et tout, comment ça se de passe. voir comment ça se passe, etc. Et je la prends un peu comme mentor sur ces points d'amélioration là. Mais aussi, du coup, elle le fait très bien. Donc, du coup, plus facilement, tu te mets un peu Tu sur vas le te côté et cacher, tu laisses ouais. Olivia le faire. Ouais. Et c'est ce qu'il y avait un peu. Entre guillemets, je sais pas si on peut en parler, ou pire tu couperas si jamais De tu veux Louis pas. Non, mais au début, en fait, quand on a lancé le frappé, on va dire, on était 3. Avec Olivia qui était donc très leaduse, etc. et qui s'investissait beaucoup plus sur le frappé. Et nous, avec donc Louis qui était là avant, on était plus en retrait, mais parce que ça jouait avec le fait qu'on connaissait pas Olivia depuis longtemps, on savait pas trop comment elle marchait, etc. Mais Olivia, en fait, part du principe que Olivia, elle travaille et que même s'il y a personne, tu vois, là, s'il y avait personne, elle ferait le podcast avec son téléphone. En fait, quoi qu'il arrive, elle fera le truc. Donc, en fait, il n'y a pas de moment où
tu ne peux pas compter sur Olivia, en fait. Mais du coup, c'est un piège parce que tu peux tout déléguer à Olivia et très vite te cacher derrière Olivia. C'est un piège et pour elle et pour vous, du coup. C'est ça, en fait. Et donc ça, il y a un moment dont je me souviendrai longtemps où elle nous a réunis dans un appartement. Elle a dit, bon les gars, c'est maintenant, soit vous, soit on s'y met à 3, soit ça sert à rien. Et moi, de ce moment-là, je me suis dit, ok, j'avoue, faut que je prenne plus mes responsabilités, etc. Et que je sois pas juste c'est un maillon derrière qu'elle doit tenir, mais un peu une épaule, entre guillemets. Ouais, cette discussion, elle a tout changé. Franchement, je n'oublierai jamais parce que c'est vrai que c'est hyper gênant déjà. Tu sais que tu vas réunir tes 2 potes, en tout cas à l'époque, et genre juste leur poser, leur dire ouais les gars, en vrai, bah, vous servez à rien là. En fait, c'est juste, il y avait ce truc aussi où après je pense que c'est un rapport aussi d'hommes et de femmes à vouloir défendre le statut avant de s'en être donné les responsabilités. C'est tu écris que tu fais ci, tu écris que tu fais ça, mais tu le fais pas. Il y a Et je tellement pense que ce nous, on n'est truc. pas assez à l'aise. En tout cas, je sais pas, je trouve que les meufs vont moins le faire. Tu vois, ça va être en mode, on va se le prouver d'abord avant de l'écrire, ou alors on va avoir beaucoup travaillé avant de l'écrire. Tu vois. Et là, du coup, je leur disais, mais c'est bien beau, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bah, ça a eu 2 réactions différentes. Je sais qu'après, bah, Louis, l'autre, il a eu du mal à rebondir derrière ça. Et je pense qu'à ce moment-là, le truc était trop gros pour qu'il puisse avancer. Et je pense qu'il avait besoin de plus de temps de son côté. Là où Matt, genre, j'ai vu un changement qui, genre, est impressionnant. Et c'est pour ça que je rejoins ton discours de tout à l'heure. Matt, c'est pas du tout le même que quand je l'ai rencontré. Et en un temps tellement réduit, genre, je l'ai vu évoluer, mais de 10 piges dans ma tête. Tu vois, genre, c'est un truc de fou. Comme. Je trouve quand t'as le bon entourage et quand tu t'en donnes les moyens et quand déjà de base, mais c'est un heure de du rap, genre c'est quelqu'un, genre il est archi à fond et il avait juste besoin en vrai, je pense, de cette personne qui lui dit en vrai, tu te fous de ma gueule, tu vois. Et en fait, genre juste c'est pas la même personne, c'est un monteur, c'est un cadreur, il s'occupe des personnes, il s'occupe d'un pôle en entier. Enfin, il y avait des trucs qui avant étaient impossibles, tu vois. Et genre je trouve que c'est hyper important d'avoir ces gens-là dans ta vie. Et comme j'en cherche, comme j'ai pu l'être pour lui. Et je suis archi fière de ça en vrai. Ça a tout changé. Et j'ai vraiment eu, à partir de là, une épaule sur laquelle compter et vraiment pouvoir leader le projet à 2, quoi. Je pense avant c'était un problème d'ego en fait. Ouais, Ouais. aussi. Hein. Un truc de place, ok, pas qui est fondateur, cofondateur, mais tu sais, c'est un peu ce truc d'ego de qui est premier, etc. Et en fait, ce qui est bien avec Olivia, c'est que concrètement, même si toi tu veux dire, ok, je suis plus haut dans ma tête avec mon ego, en fait, la charge de travail qu'elle donnait à l'époque et qu'elle donne encore aujourd'hui est beaucoup plus conséquente. Ouais. Tu vois, à l'époque, elle était 15 fois plus conséquente que ma part de travail. Donc en fait, tu peux pas prétendre à un rôle si concrètement elle fait les Ah bah tafs, oui. enfin elle fait le taf, donc tu peux pas, t'es pas crédible en fait, Mm. t'as pas de doute. Et puis, vous avez dit un truc qui est hyper intéressant et que même nous, je pense, on se reconnaît de fou, mais dans l'entrepreneuriat, les discussions dures et difficiles, elles sont essentielles, mais c'est tellement aussi ce qui fragilise pour Ouais. certaines personnes. Ouais. Genre, nous, c'est cool parce que, mais à chaque fois, on a eu des grosses discussions sur plein de trucs, que ce soit avec la Flaca, avec nos soirées, avec le podcast. Et genre, une fois ces grosses discussions qui sont hyper dures à encaisser, il y a un changement, mais considérable si t'es Ouais. avec les bonnes personnes. Surtout, Ouais. on a mis aussi beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait qu'on se parle déjà entre collègues. Ça, on a dû se remettre un cadre parce que nous, à la base, enfin, c'est pas comme vous connaissiez pas, on était déjà copines. Oui. Et il a fallu mettre ce cadre de non, on est collège, donc là, on va se parler en tant que collège. Limite, Et je vais c'est te plus dire dur. droit dans les yeux ce qui va pas dans ton taf, tu vois. Ouais. Ouais, sauf que Et il y a ça aussi nous le a truc mis de du le dire temps avant d'une façon. d'avoir ces grosses conversations-là. Et c'est à partir de ce moment-là où je trouve qu'on a eu une plus grosse symbiose à 3. Là où avant, on faisait nos missions un peu chacune de notre côté, mais on se perdait un peu dans les visions de chacune. Et du coup, même sur les épisodes, je trouvais que sur la saison 1, ça s'est vachement un peu vu, qu'on se perdait aussi un peu dans nous-mêmes, dans ce qu'on avait envie de faire, quoi. Et puis ce truc d'ego que Matt disait, c'est hyper réel parce que dans l'entrepreneuriat, enfin en tout cas de mon point de vue, c'est aussi un acte qui révèle comme je l'ai dit, d'une frustration, mais aussi beaucoup d'ego, du coup parce que tu as envie de faire et que tu mets tout ton cœur et que tu as envie d'être reconnu et que tu as envie d'être dire eh oh je suis là et un peu crier, tu vois. Et ce truc là aussi, genre nous aussi on l'a vécu, mais dans tous nos projets de oui mais moi j'ai fait ça, je veux avoir tel titre, je veux avoir tel nom, etc. Ouais. Et avec ces discussions là, t'apprends à te dire que en fait juste le fait que tu sois là, ça légitime ta position et t'as pas besoin d'avoir écrit ça tant que toi t'es fier de toi, tu vois. Mais ouais, ça a été aussi un peu un truc où t'es en mode what the fuck. On s'était posé aussi pas mal de questions, notamment est-ce que vous avez senti un peu le poids des codes ou de l'exclusion sociale et culturelle un peu au début? Qu'est-ce que tu entends par le poids des codes? L'exclusion. En fait, je trouve que ce que j'ai ressenti, en tout cas moi, parce que ça, du coup, on va forcément pas avoir la même vision, mais en tant que meuf et en tant que meuf racisée, en arrivant dans l'industrie, la première chose, c'est qu'il y avait d'autres filles comme moi. Et j'ai mis du temps à les trouver. Ça, déjà, c'est la première chose. Donc, je trouvais que c'était quand même vachement les mêmes profils
qui était mis en avant. Et même en rentrant dans une culture qui me semblait être plus proche de mes racines et de ce que je défends, bah, je me rendais compte que je tombais quand même sur les mêmes personnes que quand j'étais à la fac de droit. Enfin, j'étais en mode, je comprends pas, tu vois. Donc, il y avait quand même ce truc où il y a des humains différents de l'endroit où je viens, donc forcément, c'est assez galvanisant. Mais il y avait ce truc de représentation qui est pas assez marqué, ou alors qui petit à petit se défait. Du coup, ça, j'ai pu le ressentir. Mais après, il y a des remarques que tu entends, genre tu fais un visio pour quelqu'un qui veut intégrer ton projet, et c'est en mode ah, mais c'est toi qui as fait ça? C'est en mode, ah. Ouais, c'est moi, ouais. Mais vas-y, pas de souci, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Ou on reparlera de la school après, mais mais une école pour les artistes, et puis ils payent combien? Ah, mais c'est pas assez cher. Ah, mais si, ah, mais ça. Enfin bref, des trucs de cons. Mais très vite, on a compris que même en rentrant dans une culture qui est populaire, il y avait quand même des codes et un élitisme, et que c'est assez frustrant parce que tu as envie d'être libre dans ce que tu choisis, de faire un métier passion, de pouvoir vivre de ta passion, mais aussi surtout la partager. Et tu te rends compte que les codes ne te lâcheront pas en fait. Et que peu importe où tu vas, genre, ce sera toujours la même chose. Et que plus tu avances dans les sphères et plus c'est les mêmes personnes. Et du coup, tu as un peu l'impression qu'on te laisse jouer avec des cailloux, mais qu'en vrai, les grosses décisions, ce sera jamais toi, quoi. Ouais. Et ça, très vite, je trouve qu'on te le fait comprendre quand même. Moi, je suis dans une réflexion que j'ai eu plusieurs fois avec Olivia, qu'on a eu en festival à 3h du matin, comme je l'avais dit. Mais je suis dans une situation qui est un peu inverse. C'est que moi, du coup, j'ai pas normalement, vu que je suis un homme blanc, j'ai pas de barrière dans ce milieu-là. Mais j'aime la culture hip-hop. Et la culture hip-hop, initialement, enfin d'origine, elle est afro-américaine, donc elle est noire. Et c'est une culture que j'aime et que je revendique même en étant blanc, parce que je me sens imprégné de cette culture, etc. Tu peux, oui. Mais du coup, tu es assimilé à plein de gens qui sont blancs et qui n'ont pas ce même attache à la culture et qui vont être là parce que c'est surtout le rap qui est hyper trendy en ce moment. Donc, tout le monde a envie de travailler dans la musique et dans le rap, etc. Donc en fait, ça crée une masse de gens. Mais donc du coup, c'est compliqué de pas être assimilé à des gens qui peuvent paraître opportunistes dans ce milieu-là. Ouais. Et quand tu cherches du coup des gens avec qui tu veux construire, même si moi c'est une réflexion que je me fais, mais peut-être c'est des pensées que les gens ont, mais moi je n'ai jamais été confronté directement à ça. Mais tu peux te dire, tu sais, pas me prendre au sérieux ou me penser opportuniste ou etc. Et alors que c'est pas le cas. Mais voilà, c'est plus une réflexion à moi et c'est pas un truc où j'ai été confronté ou je l'ai ressenti, on va dire. Ok, Ok, ouais. j'ai 2 questions par rapport à ça. Juste très rapidement, du coup, un peu où est la légitimité à ça de ton côté? Je Est-ce que pense- tu t'es senti genre pas légitime, genre dans Est-ce une que tu as situation où cherché est-ce une que légitimité aussi, Ouais. du coup? Je pense que je sais pas si j'ai cherché une légitimité, sûrement, mais je pense que j'ai cherché une légitimité, mais comme dans tout, dans le montage, j'ai cherché une légitimité, dans la création de contenu, enfin dans plein d'autres points, j'ai cherché à être légitime dans ce que je voulais développer. Mais je pense que là, je reviens sur le rap, mais je me suis énormément documenté, j'ai écouté énormément de musique, etc. Même si plein de gens peuvent le dire, etc. Mais j'ai l'impression de connaître beaucoup de choses de cette culture-là et d'avoir beaucoup de références et dans ma construction, avoir eu beaucoup de références comme ça. Donc, je m'estime légitime parce que c'est pas, même si après, il y a des gens qui arrivent plus tard, etc. Mais c'est pas un truc de culture de l'instant un peu où là, c'est trendy, donc il faut sauter un peu dessus, tu vois. Ok. Et autre question, du coup, pour un peu terminer, est-ce que tu as senti, parce qu'on a parlé tout à l'heure un peu des codes et tout, et des barrières, est-ce que tu as senti une différence entre ton travail et la façon dont les gens t'abordaient par rapport à Olivia, qui du coup est très proche de toi? Est-ce que tu as pu sentir les trucs parce que c'est quand même une femme qui est racisée et toi un homme blanc, et du coup, tu as pu sentir ce truc-là, ou genre pas trop? En fait, le truc, c'est qu'on rencontre les gens avec Olivia souvent séparément. Ouais. En fait, c'est Olivia, soit elle fait un event et elle est un peu solo avec quelqu'un d'autre, et moi, je suis. Donc, en fait, il y a. Enfin, j'ai peu de souvenirs, sauf que tu me dis si toi tu as vu, mais j'ai peu de Non. souvenirs de moments où on a rencontré quelqu'un et j'ai vraiment vu genre deux discours ou tu sais deux manières de Non, mais tu sais, même voir, genre sur des etc. projets où tu sais que genre c'est toi qui l'impose, ça va être moins bien reçu que si c'est nous. Genre par exemple, nous, tu vois, quand on vient aux Folies, on sait très bien que quand c'est une équipe de mecs et quand c'est les DJ qui arrivent, les gars des Folies, Ouais. ils sont genre 1000 fois plus agréables Ouais, que ouais. quand c'est une équipe de meufs. Tu vois, Ouais, ils c'est nous ça, regardent, on ils arrive, nous on est crachent 10 limite à la meufs gueule. de la FlaCap, parce qu'il y a que des meufs là-dedans. On arrive, ça tire la gueule, ça dit pas bonjour. Enfin, Ouais, voilà. ça dit Et pas quand c'est les bonjour, ça DJ nous, qui ça nous aide débarquent, à des peine pour bougs, installer, etc. Limite, ça nous Ouais. demande d'aller installer à leur place, tu vois. Mm. Et quand il y a des mecs, il y a directement un respect qui s'impose. Est-ce que vous l'avez senti? Pour être honnête, Ou j'ai genre, pas en vrai, l'impression non. de l'avoir ressenti. Je pense qu'Olivia aussi, elle en impose par son charisme, sa prestance, sa manière de parler. Donc, tu sais, il n'y a pas un truc de
ce qui peut être cliché, mais un peu genre la petite meuf, un peu genre menue, un peu genre pas sûre d'elle, etc. Tu vois, Olivia, elle endosse clairement ce rôle de leader et elle montre pas du coup de différence potentiellement, on peut te juger d'une manière ou Ouais. quoi, quoi. Bah, je pense que en nous voyant en face, on l'a jamais vu. Il y a forcément des gens, enfin, tu vas voir, qui vont parler à Matt avant de me parler à moi, mais c'est tellement des événements pas souvent que Ouais. c'est pas un truc de fou. Mais c'est vrai que après, ma manière d'agir et la prestance et la manière dont j'arrive dans une pièce, elle est en conséquence de choses comme ça. C'est que moi, c'était pas ma personnalité de base. C'est juste que je me suis bien rendu compte qu'on me regardait pas trop, qu'on me répondait pas comme on répond aux hommes. Et je me suis dit, bah en vrai, je pense que je vais me mettre une paire de couilles dans le caleçon. Peut-être qu'avec ça, on va me respecter en fait. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même une conséquence de cette société misogyne. Mais non, en vrai. Je pense qu'il y a aussi la partie très empathique, genre de arriver dans un espace et on est grave pareil là-dessus, on sent Mm. grave l'énergie. Mm. Dès qu'on arrive, et je pense que là-dessus, bah, ce que vous nous racontez, vous êtes pareil, on sent l'énergie directe, donc on va te rendre la même, systématiquement, tu vois. Donc ça t'évite, je pense, au bout d'un moment, d'épuiser ta batterie sociale, à avoir essayé de compenser une situation où la personne, elle te mettait pas à l'aise, tu vois. Si t'es mal à l'aise, on va tous être mal à l'aise. Et après, bon, c'est sûr que J'aime bien cette mentale. vraiment. Tu me mets mal à l'aise, je te mets on mal va à tous l'aise. être mal à l'aise parce que je vais pas épuiser ma batterie C'est toi qui à donne le essayer tempo. de compenser, tu vois. Après, évidemment, il faut quand même garder ton objectif en tête. Si tu arrives dans un endroit et que tu dois organiser quelque chose, le plus important, c'est de réussir à l'organiser, c'est sûr. Mais je pense, ouais, garder la bonne balance des énergies. Et je pense que notre duo fonctionne bien ensemble, en tout cas quand on arrive quelque part. Et on n'a pas trop ressenti ça en vrai. Ça va. Trop bien, ouais. Trop bien. Quand on a lancé Les Frappés, on savait que le média, ça allait pas être une fin en soi. On voulait forcément que le média soit un canal pour faire parler de nos actions. Et en Mm. fait, donc, il y avait le management au début. Après, on s'est dit, OK, le management, en termes d'investissement, de temps, d'énergie et de rentabilité et de chance que bah, ça marche, etc., le ratio est pas assez bon pour nous, là, dans notre situation où on n'est pas assez prêt, que ce soit en termes de connaissances à l'époque, financièrement, en termes d'énergie, etc., en termes de temps, on n'était pas assez structuré pour ça. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une manière d'accompagner les artistes, parce que c'est toujours ce qu'on kiffe, mais peut-être avec une période plus réduite ou un truc plus structuré et moins on se suit jusqu'à on sait pas trop quand, et tu vois, il n'y a pas trop de contrats, on sait pas trop, etc. Ouais, Donc on a lancé d'autres c'est ça. pistes, d'autres Ok, projets. et donc vous avez lancé la Frappée School. Frappé School. Comment t'as trouvé des lianes un peu pour t'accrocher, pour ensuite aller dans l'univers musical que tu voulais? Est-ce que tu avais des structures, des trucs qui t'ont un peu inspiré? Bah, c'est vrai que le truc qui est quand même hyper cool, c'est qu'il y a quelques personnes, il y a quelques braves sa mère qui lancent des actions pour que tu puisses rencontrer des gens et que tu puisses te créer ton réseau sous bah quand tu viens pas de Paris, quand t'as pas forcément de contact dans la musique et tout, c'est hyper important. Et moi, la première que j'ai faite, pour la première fois, c'était en 2022 ou 2023, je sais plus. C'était le Pastel Camp par le média Notre Ami Pastel que je shout out absolument parce que Ministre de la Culture. c'est vraiment genre, je veux Pastel, je veux Djibril au ministère de la Culture. C'est vraiment une bête de personne, un bête d'humain qui, du coup, a lancé le Pastel Camp. Et c'est 2 jours de formation et de networking, d'échange à travers les métiers de l'industrie créative et de la culture. Et où tu avais tous ces gens, en fait, que tu suis sur Insta quand tu essaies de voir un peu, faire ta petite veille, qui sont tous réunis et qui sont là pour discuter avec toi, pour animer des ateliers, etc. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant. Donc, on était une centaine de personnes, je crois, une centaine d'élèves sélectionnés sur 2 jours à la place pendant la 2e édition. Et on l'a refaite récemment avec Matt. Ouais. Je te dis, Octobre. ouais, on y est retourné. Octobre. Mmh. Ah ouais, le temps passe. Mais on y est retourné effectivement parce que bah c'est tellement bien en vrai et c'est tellement une bonne opportunité et surtout bah, arriver avec des nouveaux yeux après avoir fait évoluer nos besoins, je trouve ça hyper important. Donc le Pastel Camp et surtout là l'année dernière j'ai fait la Percé Academy. Est-ce que vous connaissez ou pas? Non, mais j'ai connu grâce à toi. Donc Percé aussi, que je shout out aussi absolument. Et Percé, ça a été créé par des femmes formidables qui sont Yousra, Kai et Luna. Et Percé Academy, en gros, c'est un programme de formation et de professionnalisation pour les femmes dans l'industrie musicale qui s'actionne pendant 6 mois, où on avait des cours du soir avec plein d'intervenants du domaine de la musique. Et c'est vraiment une formation quoi, où tu es diplômé à la fin et c'est génial et qui m'a permis de rencontrer plein de meufs hyper déterres. Et c'est ce genre d'action, en fait, quand tu les regardes, tu es obligé de vouloir y ressembler en fait. C'est là-dedans que j'ai trouvé mes gens en fait. Parce que l'industrie peut te faire peur. En fait, il y a vraiment ces gens qui veulent faire du bien à la culture et qui veulent partager, qui veulent donner un réel accès aux connaissances. Et forcément, c'était hyper inspirant. Donc, partir de l'agence de management, la réflexion, elle s'est directement faite de OK, il faut quelque chose qui apporte de la connaissance et qui apporte du partage, de la symbiose et qui aide vraiment les artistes. Et du coup, on est arrivé sur la Frappée School, quoi.
Putain, c'est génial. Trop Donc bien. vraiment en réponse à ce truc de Ouais. nous aussi on veut permettre de casser les Ouais. portes et on veut vouloir que les artistes puissent y aller facilement et plus Exactement. facilement que nous on a pu le faire. C'est ça. C'est trop Le cool. partage et le faire avec intention et vraiment surtout que la connaissance ne soit pas chasse gardée, que chacun puisse se défendre dans une industrie où tu peux vite avoir peur et où tout le monde fait semblant de comprendre de quoi il parle. On aimerait bien savoir quelle est la différence entre le frappé school, la frappé school et le frappé agency. Ok. Voilà. Bah, en vrai, c'est hyper important qu'on clarifie quand même, parce que déjà, il y a la confusion entre la frappé school, ou c'est le frappé school, ou la frappé vraiment. Mais en gros, la frappé school fait partie de l'entité Le Frappé. Et l'entité Le Frappé, elle est pensée comme un accélérateur culturel qui permet de faire le lien entre les jeunes artistes indépendants et les jeunes créatifs de leur entourage afin d'unir nos forces pour pouvoir avancer un chemin dans l'émergence. Et du coup, ça s'actionne par plusieurs leviers. Le premier, c'est le média, qui est sur Instagram, TikTok et depuis récemment sur YouTube aussi, où on a commencé les formats longs, et qui nous permet en fait d'avoir un biais pour communiquer sur nos actions, mais aussi sur les artistes qu'on aime bien. On est plus dans l'accompagnement médiatique qu'un média à part entière. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on revendique le fait que les artistes avec lesquels on travaille, on les voit souvent et qu'on accompagne la carrière d'un artiste médiatiquement. Et parce qu'en fait, on s'est très vite rendu compte que le meilleur média qu'avaient les artistes, c'était leur propre page, leur propre Instagram et leur propre contenu. Et donc, l'idée de faire des contenus originaux, même si on a nos propres concepts avec les artistes, c'était important. Et vu qu'on a l'option du cross-post aujourd'hui, bah, c'est juste ça leur permet d'avoir un joli contenu. On va chercher les backstage au concert, on va chercher leurs séances au studio, on va chercher des interviews sur place aussi pour pouvoir montrer leur processus créatif et avoir un joli contenu qu'ils ne sont pas obligés de faire eux-mêmes vu que tout le monde doit tout faire soi-même. Du coup, ça, c'est important. Ça, c'est pour la partie média. Ensuite, on a la partie donc Frappé School qu'on va développer plus en détail après, qui est donc un programme d'éducation et d'accompagnement pour les artistes émergents. Et enfin, on a le Frappé Community Club sur lequel on travaille et qui est déjà un peu mis en place, mais qui s'actionnera vraiment à partir de septembre. Et c'est tout l'aspect communauté, événements, networking qui est hyper important et dont on ressort hier. C'est pour ça qu'on n'est pas très frais. On n'a pas hésité à networker, quoi. Mais du coup, voilà, c'est 3 pôles. Et du coup, en fait, qu'est-ce que vous voulez corriger ou changer dans la manière dont on forme les artistes aujourd'hui et dont on en parle aussi? Je pense que ce qui nous a déjà amené au chemin de la Frappé School, c'est d'avoir commencé par le management, qui est un rôle où j'admire vraiment les gens qui arrivent à le tenir de manière fiable. Parce que c'est cardio. vrai qu'il y a des confusions entre le métier de manager, le métier de chef de projet, le métier de CM, le métier de RP, le métier de maire. Il y a vraiment beaucoup de confusion autour du management. Mais ça nous a permis d'être vraiment au cœur des problématiques rencontrées par les artistes émergents. Et en étant au cœur de tout ça, on s'est rendu compte que il fallait d'abord qu'ils puissent compter sur eux-mêmes avant de pouvoir créer une équipe autour d'eux. Et pour pouvoir créer cette équipe, il faut qu'ils soient conscients de tout ce dont ils ont besoin. Et c'est vrai que l'accès aux connaissances, tu peux avoir la chance de tomber sur une personne qui est grave dans le partage et qui va te dire tu dois faire ça, 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 ça. Mais c'est assez rare. Et il y a beaucoup de gens qui se cassent la gueule parce que musicalement, ils sont bons. Tu vois, il y a pas de. En plus, c'est pas hyper compliqué de faire de la musique, je vais pas mentir. Mais il y a des gens qui sont bons musicalement, mais qui n'ont pas accès à toutes les connaissances. Et l'accès aux connaissances, c'est vraiment le mot d'ordre depuis le début. On l'a rencontré, nous, en voulant se former à cette industrie. Les artistes le rencontrent, eux, en voulant développer leur carrière. Donc, c'était important d'avoir un biais pour les former. Et donc, il y avait aussi la question de la temporalité, parce que le management. Surtout qu'on l'a fait de manière non contractuelle au début, on n'avait pas de durée pour accompagner. Et on s'est demandé c'était quoi un bon programme en fait qui pourrait aider les artistes, mais plus sur cette idée d'école, de partage. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi, beaucoup dans les artistes qui ont participé à la school, qui ont une frustration du système scolaire aussi, qui ont rencontré cette exclusion, qui ont eu des profils différents, plus créatifs, du coup qui peuvent être considérés comme tête en l'air et puis différents et compagnie, et qui ont cette frustration par rapport à l'école et qui ont l'impression que apprendre c'est la contrainte. Et du coup, nous, on voulait vraiment une manière ludique et en même temps professionnalisante d'accompagner les artistes. Parce que je trouve que des fois, on te lance un peu des billes et on estime que ah ben regarde, t'as grave appris des trucs. C'est pas assez crédible. Et il n'y a pas vraiment de poids. Qu'est-ce que tu apportes vraiment? Ok, tu lui as fait une vidéo, mais après, est-ce qu'il sait comment l'exploiter? Est-ce qu'il sait comment la défendre? Est-ce qu'il sait comment la promotionner? Et c'est vraiment un long chemin. Et du coup, c'est de là qu'est née l'idée de la Frappé School, qui a mis 1 an à être créée. Donc à l'époque avec Kendia et Luken, à qui je fais des gros bisous parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé sur ce projet. Et Selma qui nous a rejoint et qui est toujours à nos côtés sur le développement de la Frappé School. Et donc on a mis 1 an à aller chercher des intervenants, à trouver un lieu, à trouver la structure, par quoi on commence, est-ce que c'est de la communication, marketing, après c'est toute la partie droit des contrats, économie de la musique, après il y a la partie on stage parce que ça se finit sur un concert. Donc c'est 6 mois d'accompagnement avec des cours tous les samedis au hasard ludique. Et il y a aussi des temps différents, ils partent en séminaire avec un beatmaker avec lequel on travaille depuis un moment qui s'appelle Late Night. Big up.
Late Night. Erwin. Erwin. Il s'appelle Erwin. Simplement. Mais voilà, qui est devenu influenceur sur TikTok. D'ailleurs, allez suivre, il est très pertinent dans ses vidéos, même si je suis pas toujours d'accord avec lui. Mais du coup, qui nous accompagne. On a eu Farah cette année, l'année dernière, le studio La Noire. Donc, du coup, des instrumentistes, des beatmakers, des ingé-sons qui nous accompagnent pour que les artistes puissent faire un featuring tous les 4 qui performent du coup au concert de fin d'année. Donc, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs apprentissages, il y a des shootings photos. Nous, on les accompagne à côté aussi sur leur carrière, le développement de leur carrière en perso. C'est un truc qu'on a rajouté cette année, où ils ont des timelines de chefs de projet qui suivent avec nous pour qu'on soit sûr qu'ils respectent leurs objectifs, mais qu'ils appliquent aussi ce qu'ils ont appris en cours sur le développement de leur carrière pendant la durée de la school. Et l'objectif de tout ça, c'est de créer une communauté d'artistes qui se soutient aussi. Parce que là, il y a des liens, des connexions qui se font avec les intervenants, avec les artistes de la première et de la deuxième édition. Et c'est hyper important, en fait, qu'il y ait ce soutien constamment. Et les intervenants qui nous ont accompagnés, c'est que des gens qu'on a été chercher. On ne les connaissait pas. C'est pour ça, quand on parle de réseau, quand on parle de trouver son entourage, bah, ça a été au culot, beaucoup de... S'il te plaît, viens donner un Tous les cours. intervenantes sont bénévoles. Ouais. Ils viennent Trop bien. gratuitement un samedi, Ouais. fin d'après-midi, Des fois, Ouais. dimanche. tu vois. Ouais. Beaucoup Et ça, c'est hyper intéressant, mais c'est pour ça que ça donne aussi un peu d'espoir sur cette industrie parce qu'on n'a pas eu beaucoup de refus. Mm. Il y a des gens qui nous ont pas répondu, mais on n'a pas eu énormément de refus. Mais c'est vrai que c'est une discussion qui se fait un peu en deux temps. C'est ouais, t'es chaud de donner un cours et en même temps, c'est pas payé. Tu vois. Donc, c'est sûr que tu divises un peu ton propos, mais on a eu vraiment beaucoup de réponses positives et ça fait du bien, quoi. C'est vraiment des gens qu'on admire, dont on admire le travail. Il y a des gens qui viennent de commencer, il y a des gens qui sont installés dans l'industrie depuis un moment, qui viennent donner des cours. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Et par exemple, si vous faites un appel à l'artiste pour la nouvelle promo, comment on peut Ouais. s'inscrire tout simplement? Est-ce que vous êtes sélectif sur on prend pas le country, on prend pas le jazz, on prend Ouais. que du rap ou comment vous faites? Bah alors, pour postuler à la Frappé School, ça, c'est un appel à candidature qui est en ligne, c'est pareil. On poste sur TikTok, Instagram, les réseaux sociaux. Et ça passe par un questionnaire. On va voir deux choses. Déjà, premièrement, le style musical. C'est vrai que nous, on a plus une oreille rap, R&B, on va dire nouvelle pop. Et du coup, on choisit déjà les artistes où on a une affinité musicale. Mais c'est pas ce qui va vraiment nous faire sélectionner à 100%, même si c'est important. C'est surtout que suite à ce questionnaire, on va regarder si ils ont des problématiques en commun. Parce qu'on doit faire un groupe de 4. Et il faut qu'à peu près, même s'il y a des écarts de niveau, ils aient les mêmes attentes Oui. pour créer un groupe Ça assez va être logique homogène. aussi pour trouver les intervenants derrière s'ils ont les mêmes c'est ça. problématiques Même et qu'ils tout. évoluent ensemble, qu'ils Ouais. puissent parler de leurs problématiques. Si t'as quelqu'un qui est déjà avancé et ça lui sert à rien, tu vois, tu sens qu'il va être Ouais. détaché, il va prendre un peu de recul. Mm. Le but, c'est qu'il y ait une cohésion. Exactement, réussir à trouver l'équilibre. Bon, pour l'instant, il faut des artistes de région parisienne. On a eu une exception l'année dernière avec Oralise qui vient de Suisse, mais qui avait bien vendu son truc, donc on l'avait sélectionné quand même. Mais c'est vrai qu'on préfère des artistes en région parisienne parce que on sait jamais s'il y a un cours qui est déplacé, quelque chose, tu as déjà engagé des billets de train. Le coût de la school, il est de 500 € par artiste. Si jamais tu viens pas de Paris, il devient vite 1000 € pour toi, tu vois. Donc, on voulait quand même que ça reste accessible. Donc, après, on a l'ambition qu'avec le temps, on puisse permettre à d'autres personnes de suivre ce programme, mais d'être issus de régions parisiennes. Donc, les styles musicaux, voilà, je les ai cités. Et surtout, ce qu'on cherche aussi, c'est idéalement qu'il y ait plus de meufs qui postulent aussi. Parce que de base, on était parti sur un truc où on voulait 2 mecs, 2 meufs, mais on a regardé dans les gens qui postulent, on a genre 90% de mecs. Ouais. Donc c'est ça qui est un peu difficile. Donc je sais pas si on Mais- peut en faire une vidéo à un moment, mais s'il vous plaît, les Vraiment. meufs, postulez à la Postulez. school, venez, prenez votre chance. Mais c'est ce truc qu'on disait où des fois on a un peu plus peur de saisir certaines opportunités, faut pas hésiter à venir. Et puis voilà, quand on demande de la disponibilité, forcément, parce que tu nous vois presque tous les week-ends, quoi. Donc, faut que ce soit possible. On a eu en plus cette année une addition particulière, c'est Bad Boo. Grâce à vous, quoi. Mais je trouve ça important d'en parler. Vous voulez pas on en parle Notre un star peu, quoi. nationale. Ouais, parce que du coup, avec la Flaca Production, avec laquelle on a fondé le podcast, on a fait d'autres projets comme une soirée et comme un tremplin qui s'appelle le Prix Sonar. Et on fait monter sur scène. Pareil, on a mis un point d'honneur sur la mixité et avoir vraiment autant de meufs que de mecs, ce qui était très difficile parce que pareil, on a eu genre une centaine de candidatures et 70 c'était des hommes. Mm. Et ouais, et Bad Boo et Saïli et tout cet univers-là, c'est des meufs hyper talentueuses. Ouais. Et du coup, on a fait un partenariat avec la Frappé School et pour offrir du coup aux gagnants du prix Sonar quelques cours avec la Frappé. Et donc Bad Boo a pu bénéficier de ces cours-là. Et ça se passe bien du coup. Oui. Oui, ça a l'air Mimi, bien elle travaille le week-end, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est possible? En tout cas, je pense que vous nous le montrez vraiment. Et quelles sont peut-être choses à mettre en place pour créer vraiment un modèle un peu
plus social et créatif de manière horizontale, comme vous le faites avec la frappée et D'accord. comme vous faites avec les connexions, etc. Genre, Ouais. Je pense Ok. que c'est humain en vrai. est-ce que vous pensez, parce que du coup notre podcast il est aussi vachement centré sur la génération Z, est-ce que vous pensez que c'est un truc qui est propre à notre génération ou si c'est un truc que vous avez instauré plutôt comme ça parce que vous le vouliez ou c'est vraiment un truc qui vient d'une énergie commune que vous pouvez ressentir avec vos pairs Ouais. de votre âge? Je pense qu'il faut laisser les gens aussi prendre la place qu'ils veulent naturellement. Mhm. Et après, un peu naviguer autour. Je pense qu'en tout cas, moi, sur ma vision, il faut déjà une structure, quoi qu'il. C'est vrai qu'il y a des projets qui fonctionnent vraiment à tout le monde avec le même poste. Et c'est vrai que tu peux essayer de commencer comme ça. Mais moi, en tout cas, c'est pas trop ma manière de fonctionner. C'est vrai que j'aime bien qu'il y ait quand même une structure de base. Après, je pense que naturellement, les gens iront où ils ont envie d'aller et te proposeront ce qu'ils ont vraiment envie de faire, tu vois. Et que quand bien même ils arrivent à un endroit, ils peuvent te dire, bah, en fait, j'ai envie de faire ça. Ah, je prends telle posture dans le projet. Ah, j'ai envie d'aller à tel endroit. Et il y a beaucoup de gens qui ont évolué dans le poste qu'ils ont eu dans le frappé et qui ont pris plus de responsabilités. Et après, sur les artistes de la school, c'est vrai qu'on demande qu'ils soient pas signés, qu'ils n'aient pas en tout cas d'engagement dans ce style-là, parce que c'est vrai que ça facilite vachement les échanges. Après, nous, on n'est pas producteurs, on n'est pas un label, donc ça veut dire qu'on leur donne des cours. Donc, s'ils font ce qu'ils veulent à côté, tu vois, même si on les accompagne du mieux qu'on peut et qu'ils sont en demande de cet accompagnement. Donc, pour l'instant, c'est des problématiques qu'on n'a pas forcément eu à rencontrer. Mais ouais, je pense que c'est important pour nous d'avoir des artistes qui sont assez libres de leurs engagements. Parce que bah, si on fait un son et qu'il faut passer par 50 000 interlocuteurs et tout, enfin, Même c'est tu relou, vas quoi. ressortir, enfin tu vois, ceux qui ont les artistes, après je fais une généralité, mais il y a des contre-exemples avec qui ça se passe très bien, mais généralement quand la school, tu peux arriver avec des artistes qui, s'ils sont déjà accompagnés, ont un peu un entourage, etc., qui est dans la musique, ils ont un peu une vision. Et justement, c'est ce qu'on dit aussi aux artistes quand ils postulent, c'est est-ce que tu acceptes aussi que en fait, ta vision, elle va être challengée constamment sur différents points, tu vois. En plus, on commence généralement l'année par tout ce qui est storytelling, persona, comment tu te décris, etc. Et en fait, c'est des trucs que tu penses savoir et parfois, ça te remet en question. C'est plus facile d'avoir un lien que l'artiste puisse suivre un peu nos conseils s'il est libre d'engagement plutôt que s'il a 4-5 personnes avec qui il doit tu vois, faire un peu un bilan à chaque fois et Ouais, ok, qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'on en retient pas, tu vois. Ouais. C'est chiant. Est-ce que vous encouragez plutôt les artistes à rester indépendants le plus longtemps possible Ouais. ou au contraire vous les formatez entre grandes guillemets, enfin, vous les formez à ce qu'ils rentrent dans les cases des majors, etc. pour qu'ils puissent être signés? Est-ce que c'est une fin en soi ou au contraire non, vous encouragez l'indépendance et le chemin vraiment de l'entrepreneuriat? Je pense que les artistes qui prônent l'indépendance ont raison de le faire, mais des fois, ils devraient être aussi un peu plus transparents sur ce que ça engage vraiment l'indépendance et que souvent, l'indépendance qu'ils mettent en avant, elle est accompagnée quand même d'une signature, au moins sur quelque chose. Tu es au moins accompagné sur tes éditions, tu es au moins accompagné sur... comment ça s'appelle? Sur ta distrib. Surtout, enfin, il y a quand même des... tu as besoin de ça, tu as besoin de pouvoir injecter de l'argent, tu as besoin de pouvoir être accompagné, tu as besoin d'avoir un tourneur, enfin, tu as besoin de certaines choses. Tu peux jamais être en full indé. Tu peux travailler avec des gens qui sont en indépendant aussi, mais je pense que c'est important en tout cas de pas directement tout donner, tu vois, de pas céder tous ses droits, de pas... C'est sûr que c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de gros artistes avant et on a eu ces histoires-là et du coup on sait que les artistes veulent éviter ça, mais c'est quand même important de capter que l'indépendance, c'est pas t'es 100% tout seul. L'indépendance, c'est aussi savoir avec qui tu dois travailler, comment et comprendre ce qui se passe, quoi. Si vous deviez symboliser ou décrire la frappée school en une émotion, ça serait laquelle? Diversité, vision, passion. Ah, c'est celle-là? Ouais. On a une autre devise officieuse. C'est quoi la devise officieuse? Arrogant et Arrogant, talentueux. Ah, c'est bien. Ça c'est mieux ça. Imagine, nous, on a du mal avec les artistes. Imagine l'équipe encadrante de la school, parce qu'une équipe encadrante composée de Lina, Élise, Selma, Mathé, moi-même, où on accompagne les artistes pendant toute l'année. On s'est dit, bah, imagine. Et encore, nous, on peut prendre sur nous, mais si les artistes ils s'entendent pas, c'est bizarre. Ouais. Et en fait, la chance de fou qu'on a eue, mais je pense que c'est être bon juge de caractère, mais aussi une énergie globale que les gens ressentent, c'est que les artistes sont géniaux. Les intervenants sont géniaux. Tout le monde s'entend bien. Il y a des vrais ponts qui se créent. Ils s'amusent ensemble. Ils font leur truc de leur côté. Enfin, c'est génial. Donc, je pense que c'est vraiment bonne ambiance, quoi, bonne humeur. Après, je pense que c'est aussi une énergie globale de ils veulent tous apprendre et du coup, en fait, Ouais, même tu viens avec un on objectif, capte pas trop l'énergie, bah, genre, venez, on apprend tous ensemble et genre. Je dirais avec un objectif bienveillant, globalement, Ouais, il y c'est a, ça, en fait. tu vois, peu importe. Après, il y a peut-être des moments où tu es moins bien dans ta journée, etc. Mais globalement, de tous j'ai loupé, je pense, une school là sur les 2 saisons et j'ai jamais vu un artiste qui, tu sais, vraiment voulait pas être là, était Ouais, pas content ouais. d'être là. Même pour avait eux, pas ça le n'a aucun sourire, intérêt ouais. de s'impliquer autant si derrière. C'est sûr. Mais non, c'est ouais, clair. pour la sélection, tu vois, on fait les candidatures du coup avec le Forms aussi pour des questions techniques de est-ce que t'es là, tel jour, etc. Mais après, on fait donc une présélection et ces gens-là, on fait un visio avec eux pendant une demi-heure. Tu vois, donc
pour voir un peu aussi comment ça marche, mais Si sur ça une matche demi-heure de bien et tout. visio, Ouais. tu vois, tu peux me vendre du rêve comme tu veux. Et après, quand j'arrive, et en fait, le truc, c'est qu'après, t'es bloqué 6 mois. Et en fait, toi, tu fais ta com. Ok, les artistes, c'est tel là. C'est au bout de 2 mois, t'es en mode bon, il y a plus que 3 artistes sur 4 parce que tu vois, Ouais. c'est bizarre. Donc, t'es un peu engagé sur 6 mois. Donc, ouais, c'est pour l'instant, je touche du bois. Il n'y a pas de bois ici, mais je touche du bois. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de problème Ouais. humain, de relations, etc., entre artistes, entre nous, etc. Donc, Pas du tout. ça se passe bien. Quel est le futur des artistes de la Gen Z? Parce que bah, nous, on ose plus, on observe plus, on est plus sain On aussi a dans plus de notre. moyens aussi. Oui. Et on est Donc, très autodidacte aussi. Exactement. C'est une génération très, très, très débrouillarde qui se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Moi, ce que je vois, c'est une scène qui sera beaucoup plus multiple, avec beaucoup moins de grosses têtes d'affiche, mais beaucoup plus Ce sera de des niches. petits artistes qui créent leurs écosystèmes, qui arriveront parce qu'ils ont réussi à comprendre comment ça marche, à vivre avec leur scène, leur statut d'intermittent, leur merch, leur truc. Je pense que il y a des artistes qu'on voit bien prendre aussi. Mm. Il y a des artistes qu'on a vu bien prendre aussi. Donc ça, c'est forcément un plaisir. Et c'est quelque chose qu'on espère continuer à avoir sur pas mal de profils. Mais c'est vrai que je pense que la scène va être multiple et va permettre qu'il y ait une belle diversité. Et j'espère que ce sera ça. Ou alors j'ai peur aussi de ces gens où, vu qu'on est au début avec eux, on n'a pas encore vu de grosses désillusions. Tu vois, on n'a pas vu ces gens qui sont dans la musique depuis hyper longtemps et qui ont lâché. On n'a pas encore fait face à ce schéma-là. Et moi, j'y pense des fois, je suis en mode putain, mais imaginez cet artiste que j'aime beaucoup et que j'accompagne. Un jour, cette personne va se lever et va se dire j'ai plus envie, j'arrête la musique. Mm. Peut-être que ça va aussi me donner une maturité supplémentaire sur la manière dont je vois les choses. Et pour l'instant, je suis un peu en mode ça va aller, Tout va bien. tout va bien. Et Ouais. toi, Matt? Je pense en 2026, avec les réseaux sociaux, avec tous les moyens que nos générations ont pour partager ce qu'ils font, leur art de manière générale, je pense que c'est des belles années en soi. Je pense qu'ils vont être de plus en plus épanouis. Et avec, du coup, je reprêche ma paroisse, mais des programmes comme la School, le but, c'est de leur donner d'autres clés pour être encore plus débrouillards et donc faire les choses par eux-mêmes. Mais je pense que ouais, c'est une génération qui est beaucoup plus... qui fait beaucoup plus les choses par elle-même aussi, qui attend moins d'avoir tout clé en main pour pouvoir se lancer et qui accepte de tenter. Des fois, ça se chie, des fois, ça marche bien. C'est ça. Et ouais, pour l'écosystème musical, je pense que ce sera majoritairement des niches. On voit là que ça commence à se Ouais, de fou. à se démocratiser, on va dire, cette idée de je suis un artiste et j'ai pas forcément 8 millions d'auditeurs mensuels. Et en fait, j'ai ma fanbase qui est moindre par rapport à d'autres artistes, mais en fait, je crée mon écosystème où je vends mon merch, on achète mon merch, Ouais. je fais mes concerts, c'est rempli. Et en fait, ça suffit. Et c'est Mm. pas. C'est peut-être moins un rêve du coup d'être hyper riche de la musique, mais en fait, juste je suis De passionné en de vivre, musique, ouais. j'aime bien faire ça. Si ça me permet de me verser un salaire, peut-être plus conséquent qu'un SMIC, tu vois, mais pas non plus un 40 000 euros par mois forcément, tu vois, et juste de pouvoir bien vivre et faire ce que je kiffe. Je pense que c'est ça ce que les jeunes artistes pensent, et je pense que c'est une bonne mentale parce que du coup, t'es un truc où après, c'est toujours pareil, c'est au début, après, quand on va te proposer un contrat avec Ouais, 9-0, ça on verra ce que tu dis, tu vois. Ouais. Mais pour l'instant, c'est une mentale qui est saine parce que du coup, t'es un truc où même ta musique, elle reste foncièrement toi et authentique parce que tu cherches pas à plaire à un public qui est énorme et une énorme masse, parce que forcément, si tu essayes de plaire à une masse, si tu essayes de, tu vois, je grossis les traits, mais si tu veux plaire à TF1, forcément, à un moment, tu vas devoir t'ouvrir et te rendre accessible, donc du coup, tu perds un peu de ton authenticité. Donc tu vois, après, t'as des gains, t'as des pertes, mais je pense que cette génération-là, elle est plus axée sur je fais la musique comme je le veux, j'ai ma communauté et ça me suffit. C'est un peu C'est le ça. débat qu'on avait eu en cours où on devait vraiment chercher et présenter des artistes émergents, mais vraiment dans la profondeur, leur com et tout, enfin vraiment tout cet exercice-là. Et la question globale qu'on s'est tous posée, ça a été vraiment de comment la musique va évoluer. Et en fait, on en est venu à la même réflexion de, en fait, ça va être plusieurs petites niches dans un seul gros truc. Ouais. Et que des gens qui vont qui vont pas du tout attendre qu'on leur ouvre les portes et qu'on leur fasse tout, mais qui vont eux-mêmes aller chercher le truc. Et au final, on aura dans quelques années, je pense, les festivals vont arrêter avec les grosses têtes d'affiche où il y en aura une ou deux, là où maintenant il y en a quand même pas mal, et ce sera que des plus petites scènes, mais ça va être, je pense, mon Dieu. Mais j'ai l'impression que les gros artistes, ils sont en train de prendre un peu plus le pli après, il y a émergence et émergence, il y a les artistes qui sont un peu fer de lance d'un nouveau mouvement, tu vois. Nous, là, les artistes qu'on accompagne, ils sont pas encore à ce stade-là pour l'instant. Ouais. Mais tu vois, j'ai l'impression que quand tu as des feats, je sais pas, je te prends un exemple,
J'ai même pas d'exemple. Mais Non. quand t'as un gros artiste qui fait un feat avec un artiste qui est plus petit, parce que en ce moment ça marche, même si ça marche pas à son niveau, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus cette démarche d'aller vers les jeunes talents, de les pousser, etc. Tu vois, Chacola, quand il fait son projet avec les petits artistes pour les mettre en avant, c'est toute cette énergie-là de on veut pousser aussi les jeunes artistes. Donc je pense qu'il y a une passerelle qui se fait là où avant c'était vraiment nous on est un peu le top 50 du truc et vous faites un peu votre musique de votre côté et on se parle pas trop, quoi. Franchement, merci, c'était un putain de plaisir de vous avoir avec nous, vraiment, d'avoir des boss comme ça, une boss lady incroyable qui fonce malgré tout et qui s'impose. Vraiment, on en a besoin de plus en plus. Merci, vraiment, c'était trop cool. Les jeunes artistes, allez voir le Frappé, allez voir la Frappé School, allez vous brancher à la Flaka Production, allez vous brancher sur tout ce qui peut, les jeunes entrepreneurs, les gens de la nouvelle génération, de la Gen Z qui ont envie de faire, faites, honnêtement, faites. Créez vos propres cases, créez vos propres codes, créez-vous un univers, parce que quoi qu'il en soit, personne ne vous le donnera. Et c'est un peu aussi ce qu'on a envie de dire avec le podcast et plus largement avec la Flaka Production. Vous avez la place que vous avez envie d'avoir, en fait, tout simplement. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous tendre la main parce que malheureusement, les autres générations, elles sont foirées. Il faut profiter de notre génération aussi, il faut profiter de notre culot parce que c'est une force de ouf et on a la chance d'avoir ça et on a la chance d'avoir des gens comme eux qui font ça. Franchement, on a la chance de vous avoir, vous. Merci beaucoup, franchement. On est honorés. Matt, Olivia, c'était vraiment un plaisir. Plaisir partagé. J'adore. Vraiment, les filles, vous avez un petit mot de fin à dire ? Partagé. Non, mais merci beaucoup. J'ai adoré cette conversation. Enfin, on connaissait déjà le projet, mais c'est toujours un plaisir d'en parler, de continuer de suivre. Voilà. Vraiment, c'était tellement intéressant d'avoir toutes les backstage et vous êtes tous les deux vraiment top. C'est hyper prenant de vous vraiment écouter et tout. très j'adore. inspirant. Merci. Inspirante, vraiment incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous, franchement, pour l'invitation. Je vous dis, c'est le premier podcast. Franchement, on a grave kiffé. Ouais. Franchement, On a belle kiffé à mort expérience. et en vrai c'est hyper gratifiant d'avoir ce genre de reconnaissance, hyper gratifiant qu'on continue à travailler ensemble, qu'on se tire vers le haut mutuellement. C'est vrai qu'on est au début, on a encore tout à apprendre, même si on a déjà encore beaucoup fait, mais c'est tellement genre un plaisir partagé. Et on vous aime. Merci. Ouais, Suivez la vraiment. Flaka, suivez le Frappé, suivez-nous. Ouais, et du Abonnez-vous. coup, c'était la 2e saison du Plaisir Partagé podcast. Ce n'est que le début parce qu'on est en train de préparer des folies pour la 2e saison. On a envie de faire les choses en grand, de se professionnaliser, de faire encore mieux. Donc, suivez ça et c'est que le premier épisode et c'est pas le dernier. Oh non. Et surtout, les gars, surtout, on a parlé de la frappe et on a parlé du Plaisir Partagé podcast. Merci à Arthur, aka Cisco et Manju qui sont derrière, qui nous enregistrent, qui nous filment Les d'une hommes de façon l'ombre. mais genre incroyable, les hommes de l'ombre qui nous suivent. Et comme on vient de dire depuis le début, c'est des gars en full bénévole, c'est des gars qui croient en nous, c'est des gars qui suivent des meufs et qui sont en mode non les filles, on est avec vous, on est derrière vous et ça fait un bien fou d'être supporté dans un truc où des fois on est mal regardé et on n'est pas... Enfin bref, donc franchement merci les gars, 1000 cœurs sur vous parce que ça fait genre tellement plaisir d'être partis que nous trois, sans rien, dans un putain de canapé chez moi et être ici maintenant avec vous derrière la caméra. Franchement Bravo, merci. les mecs. Merci beaucoup. Voilà, des gros bisous. Ciao. Bisous. Plaisir partagé podcast.